Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affaires de foi. Comme vous le savez, nous sommes vraiment à la veille des élections municipales au Québec et nous voulons consacrer vraiment cette série, la série du mois d'octobre, à un sujet qui concerne tous, l'engagement citoyen des entrepreneurs chrétiens. Comme entrepreneur, je le dis souvent, vous n'êtes pas seulement entrepreneur chrétien pour aller seulement à l'église, faire votre business, mais c'est important de vous impliquer dans la vie politique, soit de votre arrondissement, de votre ville, en supportant soit un candidat, en devenant même aussi un candidat. Et aujourd'hui, pour ouvrir cette série, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui se passe de présentation de la communauté parce qu'il a fait tellement de choses dans la communauté. C'est vraiment un homme très résilient et je lève vraiment mon chapeau. Il s'agit de Joseph Flaubert Duclerc. Il est maintenant candidat au poste de conseiller municipal dans le district Champfleury à Laval pour le parti Action Laval. C'est un entrepreneur. C'est un fondateur, il a fondé Handicapeux. Il va vous parler là. Il a fondé Allo Inspecteur. C'est un homme de conviction, c'est un citoyen engagé. Il vient aujourd'hui nous partager sa vision, son parcours, qui va vous aider comme entrepreneur à voir comment un entrepreneur a pris la décision de s'engager en politique et c'est quoi le lien entre politique et foi. Politique et engagement citoyen, entrepreneuriat et engagement citoyen, c'est tout ça qu'on va voir ensemble au cours de cet épisode. Bienvenue, Flaubert, comment ça va? Et ça bouge vraiment là avec les élections et tout là? Bonjour Roland, Ouais. je vais me permettre de commencer par te remercier pour l'invitation. Ouais. Merci énormément. Ouais. Et oui, ça bouge. Ça bouge énormément. Ouais, on court un peu partout, on essaie Ouais. de s'organiser, Exact. de faire ce qu'il faut pour gagner, comme on dit. Exactement. Merci. Probablement que les gens ne le voient pas, Flaubert, mais pour les gens qui te connaissent, qui te voient, moi-même, je t'ai rencontré à Debout pour la dignité, comment les batailles qu'on menait durant la pandémie, je voyais malgré votre handicap, mais tu étais quand même un homme fougueux, un homme plein de résilience, qui croit dans une vision, qui croit dans quelque chose, qui croit dans le meilleur. Mais parlez-nous de ce Flaubert-là. C'est quoi ton parcours, Flaubert? Excellent. En fait, Roland, je dois te dire que toute cette résilience, cette force-là que j'ai de me battre, de continuer d'avancer, je l'ai hérité de ma mère. Et j'aime bien le dire, il y a du monde qui le prennent bien, il y en a qui le prennent mal, mais moi, je le considère comme un privilège d'être né d'une mère handicapée. Ma mère, elle est lourdement handicapée également, et moi aussi, je suis handicapé. Et que c'est une résilience qui vient de là. Sinon, pour le reste, c'est naturel aussi, dans le sens que je suis né dans une famille où j'ai toujours vu mon père, ma mère en train de se battre pour les autres, essayer d'assurer un meilleur avenir pour les générations futures. Puis ça me motive, ça me draine, quoi. Mais en fait, parce que là, c'est comme l'homme en soi, quand quelque chose arrive dans sa vie, c'est comme on dirait, il y a une pause, il y a comme un sentiment, ouais, je ne peux plus continuer, voilà, j'ai un handicap présentement. Mais c'est comme, malgré ça, c'est comme les projets de Flaubert bougent. Maintenant, on a eu un Flaubert entrepreneur, on va parler quand même du parcours de Flaubert comme dans l'entrepreneuriat. On a eu un Flaubert qui prenait des positions pour, disons, parce que moi-même, j'ai été syndicaliste pendant 2-3 ans pour le gouvernement fédéral. C'est comme j'ai vu tes positions par rapport aux inspecteurs et tout ce qu'il y avait dans ce milieu-là. C'est comme tu continues à bouger. Mais ça vient de ta mère, ça vient d'autre chose. Mais c'est quoi ce mindset-là? C'est très difficile à expliquer. Je dois vous l'avouer que c'est vraiment très difficile à expliquer. Il y a des choses que moi-même, je m'explique mal, par exemple. Je n'arrive pas à m'expliquer beaucoup de choses. Sauf que je peux te dire que je suis toujours déterminé. C'est quelque chose qui est en moi. Dès qu'il y a un sujet, une situation qui fait mal aux autres, j'ai envie de me battre. J'ai cette envie-là qui naît tout de suite. Et que pour moi, c'est naturel. C'est pas
pas quelque chose que je me bats pour. Sinon, la force que j'ai, la force morale que j'ai, comme on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais. C'est un peu ça. Tu sais très bien que je suis quelqu'un qui est un chrétien. Un chrétien qui assume très bien ma chrétienté, ma foi et tout. Et on en a déjà discuté là-dessus. On aura l'occasion de parler, mais c'est ça. Maintenant, parlez-nous du Flaubert entrepreneur. Parce que le podcast Affaires de foi, c'est pour les entrepreneurs chrétiens. Parlez-nous de ton parcours entrepreneurial. Comment Flaubert a commencé? Souvent, ce qui arrive, on regarde les gens réussis, mais on ne regarde pas, OK, comment j'ai commencé? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me dire, waouh, j'avais rien là quand je commençais, mais maintenant, mon chiffre d'affaires, c'est tant. C'est comme mon chiffre d'affaires, c'est comme, je peux pas même parler, mais c'est comme, comment tu as commencé? Parce que souvent, on voit l'entrepreneur réussi, mais il y a des moments là, c'est quoi ton parcours entrepreneurial? C'est ça. J'ai commencé de manière très informelle. Je dois te dire que je suis né dans une famille qui est entrepreneur aussi. Mon père, il était bénisse, il était dans le commerce du bois, il a beaucoup travaillé au niveau des coopératives, au niveau des mutuelles en Haïti. J'ai toujours vu mon père faire des affaires. Ma mère aussi, elle a une pharmacie. Elle a toujours été dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi. Ça, c'est d'une part. Sinon, moi, dès mon plus jeune âge aussi, j'ai eu la chance de commencer à toucher à l'argent. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, que... Là, on va parler des responsabilités familiales au niveau des enfants, puis qui vont finir par leur tracer leur voie aussi. Exact. Je me rappelle, mon père n'a jamais été payé l'école. Moi, j'ai fait mes études primaires, secondaires en Haïti. Mon père nous a toujours donné l'argent pour qu'on aille payer. Puis il nous a jamais posé de questions, est-ce qu'on paye ou pas? Fait que pour moi, la relation avec l'argent a commencé très tôt. Sinon, en affaires, j'ai commencé aussi à faire de la business très tôt. Parce que je me rappelle très bien, là, à l'école, j'étais la personne à qui, si tu avais besoin de quelque chose, tu viens le demander. Je vais te le trouver. Je me rappelle, je commençais à vendre des CD à l'école. Je commençais à vendre tout et n'importe quoi. Dès que j'ai quelque chose, quelqu'un veut, tu as le bon prix. C'est exactement. Tu as le bon prix, tu vas l'avoir. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Je me rappelle, bon, ma tante que j'appelle parfois ma mère aussi, parce que j'ai vécu longtemps avec elle quand je suis arrivé ici. Je me rappelle qu'elle m'a envoyé un soulier en Haïti. J'arrive à l'école avec, je vois que quelqu'un regarde. Je dis, tu l'aimes? Combien tu veux payer? J'ai vendu. C'est pour vous dire à quel point que on peut naître entrepreneur, on devient un meilleur entrepreneur, mais je pense que la fibre, on l'a dans l'âme. Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage comme ça. Exactement, dès notre plus jeune âge. Fait que ça, c'est pour l'école. Sinon, dès que je suis arrivé ici, là encore une fois, je pense que Dieu le voulait aussi parce que je me rappelle quand j'étais en Haïti, que je devais venir étudier ici, mon père m'a fait inscrire en génie électromécanique. Au début, tout le monde me voyait comme un médecin. Moi, je ne voulais rien savoir. Mon frère a fini par être médecin, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je n'ai jamais voulu. Ils m'ont inscrit, je me rappelle, à l'université Moncton en génie. J'arrive ici. Première des choses que j'ai fait, j'arrive chez ma tante, j'ai rencontré mes cousines, oublie ça, je ne voulais rien savoir de ça. Je vais rester à Montréal. Ça, c'était la première décision. Puis j'ai parlé à mon oncle qui était ici. Je me rappelle, il a pris le métro, il m'a amené à l'UQAM. Je me suis inscrit à l'UQAM. Quel programme que tu voulais changer complètement? Je me suis inscrit en comptabilité de management à l'UQAM, en administration. Fait que déjà, bon, administration, on s'entend que je ne suis plus dans une affaire de génie. Je me dirige vers quelque chose qui se ressemble plus à l'entrepreneuriat. Puis de l'UQAM étant, je me rappelle que à l'époque, j'allais en Haïti de temps en temps. Fait que ils vendaient leur flotte de machines à imprimer, de photocopieuses et tout. Fait que ça a donné que c'était le début de la session. Mon père m'a envoyé l'argent pour que je paye l'école. Mon père, tu vas l'apprendre, mais je suis désolé. Que c'est comme ça que tu l'apprends, mais il fallait l'apprendre à un moment donné. Fait que quand j'ai reçu les $6,000, je me suis dit, mais non, je ne peux pas prendre $6,000 puis donner à l'UQAM comme ça, alors que je pourrais le doubler, le tripler, le quadrupler. Ça, c'est l'entrepreneur en moi qui parlait. Exact. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une idée d'entreprise en Haïti à l'époque, dans le domaine de l'imprimerie, la reprographie, production de tout ce qui est sur PVC, pour les écoles, les bibliothèques, toutes sortes d'organisations et tout. Fait que là, j'ai décidé de prendre l'argent, d'acheter une partie de cette flotte-là d'imprimantes usagées que l'UQAM vendait,
et une machine pour imprimer les cartes digitales que j'ai achetées, je me rappelle, dans les Laurentides, là, à Saint-Adèle. Puis je me rappelle, on était au mois de septembre. Je me rappelle de cette date comme si c'était hier. Il était le 9 septembre 2009. Okay. J'ai pris l'avion pour aller, comment dire ça, en Haïti avec 2 amis, effectivement. On a lancé une entreprise qui s'appelait à l'époque Flip Haïti. Wow. Flip Haïti. Fait que Flip Haïti, c'était spécialisé dans l'imprimerie, la reprographie et tout. Puis de là étant, on a fait 2 semaines et demie en Haïti. On est revenu avec $8,000 américains qu'on a fait juste en lançant l'entreprise, puis en commençant à faire des photocopies, puis à faire des cartes. Puis je me rappelle, on avait, dans la première année, là, on avait les 23 écoles des Frères Sainte-Thérèse comme clients. Wow. On avait, je ne sais même plus, une trentaine d'écoles des Frères du Sacré-Cœur comme clients. Wow. On avait, regarde, toutes les écoles, la Côte-Sud, là, on avait des clients jusqu'à Jacmel. On était établi à Port-Salut, là. Wow. On avait des clients à Jacmel partout dans le pays. On marchait faire des cartes d'identification. Puis ce qui nous distinguait, c'était que tout le monde, quand on leur donne les projets comme ça, il faut attendre 1 mois, 2 mois à l'école, 3 mois pour avoir les cartes d'identification. C'est ça, exact. Nous autres, on prenait les photos, on livrait la carte tout de suite. Wow. En temps réel. Wow. Ouais. Que, c'était non, mais une concurrence là. On a démoli le marché. Le marché là, fini. oui, c'est ça. C'était fini. Ouais. C'est une entreprise qui a très bien fonctionné pendant un bon bout, jusqu'à temps qu'on décide de le laisser à quelqu'un en Haïti. Mais c'est ça. Fait que pour vous dire que je crois aussi que c'est des choses qui viennent tout seul. Je peux pas, là encore une fois, j'ai jamais couru après l'entrepreneuriat. Les idées viennent. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit, là encore une fois, j'ai aucune base scientifique pour expliquer qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer, mais je crois que les idées viennent, c'est notre responsabilité d'en faire quelque chose. Exact. Si on laisse passer l'idée, je crois qu'il va aller vers quelqu'un. Exact. Puis l'autre personne, si elle est intelligente, va prendre, il va l'exploiter, puis il y aura le même succès qu'on aurait eu. Exactement. Si on aurait fait la même chose. Fait que moi, c'est ce que je crois. De là étant, je suis arrivé ici encore une fois. Je ne sais pas si tu es prêt à ce que... Une autre transition parce que immigration, t'établis comme entrepreneur ici, comment ça a été là? Exactement. Ça, c'est l'histoire, par exemple. Je suis chanceux dans toutes mes malchances, comme on dit, là, pour ceux qui acceptent de le dire comme ça. C'est pas comme ça que je dirais moi, personnellement, mais j'ai commencé en entrepreneuriat ici, dans la construction. Ça n'a pas l'air, mais encore une fois, de belles histoires. J'étais étudiant à l'UQAM. J'ai eu un emploi à la Régie du bâtiment du Québec en 2008-2009. Fait que là, en cheminant à la Régie du bâtiment du Québec, j'ai commencé à regarder qui vient faire les demandes d'entrepreneur, de licence d'entrepreneur. Je me suis rendu compte que pour compléter les formulaires, ça prend quelqu'un pour compléter pour eux. Pour faire les demandes, ça prend quelqu'un. Moi, je suis comme, ben là, s'ils ont toute cette misère-là, moi, je suis capable de devenir entrepreneur. Au moment où je te parle là, si tu me donnes un marteau puis tu me dis clouer ça pour moi, je suis pas capable. Mais théoriquement là, je suis capable de dire tout comment le faire, quoi faire et tout. Fait que, étant à la Régie du bâtiment du Québec, là, on était dans une période de changement de système informatique et tout. Là, je regardais, je lisais la loi, les règlements et tout. Je voyais qu'un employé de la régie à l'époque pouvait faire une demande de licence aussi, en restant employé. Puis ça va changer sur moi. Là, j'ai fait une demande de licence. Là, on m'appelle, on me dit, ben là, tu ne peux pas faire une demande de licence. Je dis, ben qu'est-ce qui m'empêche de le faire? La personne était capable de me démontrer que je n'étais pas capable de le faire jusqu'à ce que, après, ils vont changer la loi pour interdire aux membres, aux employés. Et de là, j'ai été passer mes examens à la régie. Je n'ai même pas fait de formation, rien comme tout le monde. Là. J'ai regardé le profil de compétences. J'ai fait les lectures qu'il faut, faire les recherches qu'il faut. J'ai été passer les examens. J'ai réussi les examens. Tu devenais entrepreneur général. J'ai ma licence d'entrepreneur en construction. À partir de là, je commençais à faire des projets de rénovation. À l'époque, ce n'était pas si compliqué que ça dans le marché et tout. Et j'ai fait pas mal d'argent là-dedans à l'époque. Ça, c'était mon début construction. Puis j'étais spécialisé en maçonnerie, là, tout ce qui était structure, parement de briques, de pierres. Je faisais beaucoup de restauration. Au Mal, là, chez la gare. J'en ai fait une couple de projets là-dedans. Fait que ça, c'est le début dans l'entrepreneuriat au Québec. Mais bon, là, en 2014, par exemple, je vais tomber malade avec mes problèmes de santé et tout. Fait que mes 2 jambes ne bougeaient pas, j'étais chez nous.
avoir une belle transition. Puis ça m'a marqué, par exemple. J'étais chez nous, puis j'écoutais souvent les médias, je lisais beaucoup ce qui se passait dans la presse et tout. Puis je voyais que ça tirait à boulet rouge sur les inspecteurs en bâtiment. Les termes qu'on entendait, c'était comme n'importe qui faisait n'importe quoi. Ouais. C'était des incompétents. C'était le Far West. Il y avait des associations dont la mission était supposée être de défendre les intérêts de ces inspecteurs-là. Même eux autres, ils contribuaient sans le vouloir au dénigrement de la profession. Je me dis, regarde, il y a des affaires à faire là. Pourquoi est-ce que personne se positionne et dire que moi, ma mission, c'est de représenter et défendre les intérêts socio-économiques des inspecteurs en bâtiment? Je me suis dit que c'est pratiquement impossible que tous les inspecteurs soient les incompétents, puis que c'est le Far West, puis qu'on n'est pas capable de trouver des bons inspecteurs en bâtiment. Fait que là, je me suis dit que je vais essayer de mettre ensemble tous les inspecteurs que j'arrive à trouver, qui partagent la même vision que moi, puis qui sont compétents, puis je propose une offre au public. Exact. Fait que là, j'ai lancé une entreprise qui s'appelait IBC Montréal. IBC Montréal, c'est un petit site Internet bien simple. Je me rappelle le premier inspecteur que j'ai réussi à recruter, et je salue d'ailleurs, Daniel Fortier. Honnêtement, je ne croyais pas là. Je ne croyais pas que c'était possible que quelqu'un m'embarque avec moi dans ce projet-là. Ça n'avait aucun sens. Deuxième, Nicolas Gabriel Leblanc. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Le premier, je ne croyais tellement pas que c'était possible que j'attire ces gens-là vers moi, que c'était gratuit. Tu arrives gratuitement. Je vais te trouver des mandats d'inspection. Tu vas le faire. Tu vas me payer une cote sur l'inspection que je te donne. Mais tu n'as aucun frais à payer pour rejoindre le réseau. Rien du tout. Quand le premier arrive, je dis, il y a peut-être des affaires à faire là-dedans. Là, je me rappelle, j'ai mis les frais d'adhésion au groupe à 69,50 $. J'ai encore le chèque chez nous. Wow. Quand j'ai vu que j'étais capable de faire payer quelqu'un pour embarquer là-dedans, là, je me dis, non, il y a une valeur. C'est ça. Il y a une valeur à ça, vraiment. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à charger 125, 150 jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est rendu à 675 par annuellement que les gens se payent pour adhérer au réseau, puis on est plus de 200 inspecteurs dans le réseau présentement. Ça, c'est au-delà de toutes les choses que j'ai faites, dans le sens que ça m'a amené à être vraiment un expert reconnu en la matière au Québec. J'ai participé dans tout le processus d'encadrement qu'il y a actuellement au niveau de la profession, le projet de loi, le projet de règlement sur tous les comités. Et j'ai participé même dans la rédaction des examens pour les futurs inspecteurs au Québec. C'est pour vous dire que ça m'a permis d'avoir un impact. Puis à l'époque, quand je l'ai lancé, mais des gens ne bougeaient pas. J'étais sur un lit chez nous. Je me rappelle, le premier inspecteur qui est venu, il est venu me rencontrer dans mon salon chez nous. Quelle résilience, mon Dieu! Pour vous dire que c'est ça. Moi, je crois qu'il faut saisir les opportunités. Peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, l'opportunité vient, on le saisit. J'aimerais que tu reprennes cette partie-là. Parce que souvent, moi-même, je vois des gens qui ne sont pas malades, qui ont toute leur vigueur. Et puis, quand ils ont un projet, ils procrastinent, ils ne veulent pas commencer. Mais c'est comme toi-même, tu as vécu une situation, tes deux jambes sont paralysées, tu es sur un lit, maintenant une idée te vient en tête, et puis tu commences l'idée. Mais comment exactement. C'est ça l'affaire. C'est cette capacité-là de voir le verre à moitié plein. Parce que moi, je me dis que c'est peut-être l'opportunité pour moi. C'est peut-être la solution à tous les problèmes que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, honnêtement, quand je travaille là, il n'y a rien qui existe. Moi, je peux travailler jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Je vais avoir la même énergie qu'à 6 heures du matin. Parce que c'est ma passion. Je suis passionné. J'aime faire ça. Je le fais. Puis j'ai appris. Je ne vais pas dire que j'étais passionné depuis le début, là. C'est pas le cas. Mais les succès que j'ai accumulés, fait en sorte que j'ai appris à aimer ça puis à y croire. Tu vois? Fait que moi, quand une opportunité arrive, je le vois comme étant une solution. Quand je suis dans une situation difficile, par exemple, je le vois comme étant une solution. Puis dans tout, là. Dans tout. Dans tout. Maintenant, Flaubert, entrepreneur à succès, parce que là, je sais qu'on pourrait passer tout les projets, temps à parler des projets, de parcours. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans la politique municipale et à poser ta candidature comme conseiller? Ça, c'est ma volonté, justement, de faire des choses pour les autres. Parce que, honnêtement, en entrepreneuriat, quand on réussit pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, peut-être ses amis proches. Mais
on fait des choses qui vont peut-être avoir un impact sur la communauté, sur la société, c'est ça, mais les plus vulnérables, wow. c'est quoi? Qu'est-ce que ça amène aux plus vulnérables nécessairement? Tu vois? Fait que moi, je voulais toucher à cet aspect-là parce que je vois, il y a plein de sans-voix dans notre société. Puis je vais commencer par ma communauté à moi, la communauté des personnes handicapées, les communautés racisées, tout ce qui fait partie des minorités. Il faut des voix pour défendre ces gens. Si je comprends bien là, en regardant ton parcours, pour moi, c'est une continuité que tu vas à la politique municipale. C'est une continuité. Parce que c'est comme, déjà, tu as été la voix pour les sans-voix inspecteurs. Oui, exactement. Mais c'est une continuité, effectivement, parce que c'est pas tout qu'on peut régler en affaires. Je peux employer des gens, je peux donner du travail à des gens, je peux m'assurer que leur profession soit reconnue, qu'ils soient valorisés. Mais les sans-voix, ça touche qui? Il faut avoir une certaine capacité pour faire une inspection en bâtiment. Ça touche des professionnels. C'est ça. C'est une classe dans la société. Exact. Mais les plus vulnérables, les autres, ils sont encore pas impactés. Exact. Et que pour moi, c'est d'aller faire des choses aussi qui vont être durables dans le temps, qui vont toucher les générations futures. Puis c'est enlever toute une notion de passivité aussi. Moi, je ne veux pas rester passif puis espérer que quelqu'un d'autre va le faire à ta place, à ma place. Fait que c'est pas mal ça. Dans toute prise de décision, il y a un moment déclencheur. Oui. C'est quoi? Quel a été ce moment déclencheur-là? Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, je dirais. Comme je t'ai dit, la politique, vous allez voir dans mon profil, j'ai mis que je suis un homme de foi, un homme d'affaires, un homme de famille, puis un homme qui a un faible pour la politique. C'est ça. Mon père était maire, j'ai grandi dans une famille aussi qui a toujours fait la politique. La politique, OK. Fait que j'aime la politique de nature. Mais maintenant, m'engager à Laval, dans le district de Champfleury, ça, c'est un ami. OK. Je ne sais pas encore s'il va vouloir le nommer, mais c'est pasteur, docteur maintenant, Cloméis. C'est un ami. Je dois te l'avouer, c'est mon psychologue à moi. Je l'appelle, j'ai envie de parler, il parle 4-5 heures. S'il m'aurait dit, je ne suis pas sûr, jamais je ne serais pas en politique parce que il y a des décisions que tu vas prendre aussi. Il faut comprendre que tu as besoin des autres. Il faut un mentor dans la vie. Tout comme en entrepreneuriat. J'ai un ami en entrepreneuriat. C'est bizarre à dire. Je ne sais pas si ça, encore une fois, il n'y a rien de rationnel dans ce que je fais, moi, mais je suis son mentor, il est mon mentor. Wow. C'est pour vous dire à quel point que c'est ça. Je ne peux pas te l'expliquer, mais vraiment pas là. Il est mon mentor, je suis son mentor en entrepreneuriat. Puis je crois aussi, mais vraiment, on ne peut pas être un bon entrepreneur sans être bien accompagné, sans avoir un bon mentor, sans avoir quelqu'un à qui parler puis qui va je dis souvent ça aux entrepreneurs, c'est comme quand tu as un mentor, c'est comme des années d'erreurs que tu épargnes. Des années d'erreurs que tu épargnes. Parce que le mentor a fait des erreurs, maintenant il t'épargne ces erreurs-là. Il va te les épargner et il va t'amener aussi à réfléchir. Il va te faire très mal. Un mentor, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de te pousser à réfléchir, de te faire remettre en question toi-même tout ce que tu fais, puis te dire, regarde, tu finis de lui parler là, il te brasse là. Tu arrives chez toi, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Tu comprends? Puis ça te pousse à réfléchir à un autre niveau. J'ai vu cette situation présentement. C'est ça. Mon mentor là, il me pousse. Ah, il dit non. C'est comme, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu... Et il faut des réponses là. C'est ça. Il faut des réponses. Puis c'est ça l'amour aussi. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Châtie bien, exact. C'est le cas avec un bon mentor. Si tu vois que tu as un mentor, il te fouette pas vraiment pour que tu prennes conscience là, de chaque décision que tu prends. Chaque décision que tu prends, tu les prends de manière réfléchie. Tu as un sérieux problème. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Pas la bonne personne. Puis pour revenir à la politique, c'est exactement ça. Moi, je te le dis, il y a une élue qui m'appelle. Il dit, Joseph, t'es pas intéressé? J'ai dit, non. J'ai déjà discuté avec ma femme. Ça ne me tente pas d'aller dans une affaire de politique. J'ai trop d'affaires à faire. Je suis un entrepreneur. Je réussis bien. J'ai encore d'autres projets qui s'en viennent. La politique, aller m'investir là, aller me faire... Tu connais c'est quoi la politique? Aller m'exposer à certaines choses, ça ne me tente pas. Mais je me dis, mais non, je ne peux pas faire ça. Je vais appeler
Ton Docteur psychologue. Cormier. Je vais l'appeler. Je l'ai appelé. Puis, honnêtement, là, il m'a dit, non, il m'a dit, c'est ton moment. J'ai dit, regarde, ok. J'ai même pas à questionner. C'est pas des choses. J'ai pas à questionner. Il y a ses raisons, puis je le fais confiance. Tu vois? Puis dès qu'il m'a dit, pour moi, c'était déjà fait. Puis j'ai dit à ma conjointe, j'y vais. Tu vois l'affaire? L'affaire, ouais. Ma femme m'a passé en deuxième là-dedans. Ouais. J'ai dit à ma femme, j'ai parlé à Joe, puis il m'a dit oui. Ouais. C'est bon. Ouais, let's go. Tu vois, c'est ça. Maintenant, avant de vous lancer en politique, de te lancer en politique, Flaubert, tu as été entrepreneur. Oui. Tu as vu des défis que vivent les entrepreneurs. Oui. En fait, même si les entrepreneurs, c'est une autre classe sociale, c'est pas des gens qui sont comme la classe la plus vulnérable. Oui. Mais quand même, il y a du chemin à faire encore. Mais quand même, c'est quoi les défis de manière générale que tu as rencontrés comme entrepreneur? En fait, on a parlé des défis pour les inspecteurs, là. Mais c'est comme, ça se peut, il y a d'autres défis, comme de manière générale, pas seulement dans l'aval, mais il y a beaucoup de défis. C'est juste pour faire comprendre aux entrepreneurs la nécessité d'appuyer les politiques, d'appuyer les gens qui se lancent, de comprendre la politique pour comprendre c'est quoi l'impact de la politique sur ce que j'ai fait comme entrepreneur. Exactement. Ouais. Bon, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question. Je vais répondre quand même. Tu vois? J'ai pas le bon profil. On ne va pas se cacher, on va se dire les vraies affaires. Je suis noir. Ouais. Je suis né dans un corps handicapé. Je suis jeune. Je suis quelqu'un qui suis comme je suis là. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Je pas celui qui va être cravate, costume. Je suis comme... Je suis moi-même, fidèle à moi-même. Je reste moi-même. Fait que c'est sûr que les mêmes défis que les entrepreneurs noirs, jeunes, encore une fois handicapés, le monde... On peut beau se dire qu'est-ce qu'on veut, mais j'arrive comme solo entrepreneur en plus. J'arrive dans une banque, je demande de l'argent, ils me voient malade, ils demandent est-ce que je ne mourrai pas demain matin. Demain matin, Fait que la notion de prêt, là, au moment où je te parle, là, j'ai jamais eu un prêt. J'ai jamais eu un prêt. Jamais. J'ai jamais eu un prêt. Puis s'il y a une banque qui est capable de démentir ça, avec qu'ils viennent là. Jamais eu un prêt. Ça veut dire qu'en raison de ta maladie... En raison de tout ce que je viens de te décrire au début. J'y crois. Je ne suis pas genre à jouer avec Tim puis commencer à jouer ça. De toute façon, ça m'a aidé parce que j'ai réussi à bâtir tout ce que j'ai bâti seul puis j'en ai plus de besoin. Mais j'ai jamais eu de prêt. Puis je crois que c'est un défi auquel les jeunes entrepreneurs vont avoir. Toutes les jeunes entrepreneurs vont avoir parce qu'en début, tu as quoi? Tu as peut-être une carte. On était tous jeunes. Là. On ne va pas commencer à se mentir. Là. Les cartes de crédit au début, là, tout le monde s'est planté là-dessus. On n'a pas eu la chance nécessairement d'avoir une bonne éducation financière pour pas faire ce genre d'erreur-là. Fait que j'ai jamais eu accès au prêt. Deuxième chose, que c'est au niveau de la signature des contrats. J'ai déjà signé des contrats de plusieurs zéros là, au téléphone, sans jamais voir le client. Du coup, que je vois un client, je n'ai jamais été capable de signer un contrat, même pas de je sais pas, je pense que le contrat que j'ai réussi à signer, le premier contrat que j'ai réussi à signer en voyant le client, là, je l'ai fait au mois de juin de cette année. Depuis que je suis en affaires. J'ai signé des contrats là. C'est comme pour un entrepreneur qui futur, là, c'est comme les aspirants entrepreneurs, c'est comme des défis qui vont les attendre, mais il ne faut pas que tu laisses ça rentrer dans ta tête parce que tu vas vite devenir à la limite superstitieux. Je vais te l'avouer. Je me suis battu contre cette superstition-là. Moi-même, je m'arrangeais pour ne jamais voir les clients. Jusqu'à cette année où justement j'ai décidé avec ma femme, j'ai dit il faut qu'on brise ça. Faut que j'ai pris ça, ça n'a pas de sens. J'ai jamais eu le courage justement d'aller parce que je me dis dès que je vois un client, ça ne marchera pas. C'est fou ça. Puis ça l'a débloqué justement au mois de juin de cette année. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il faut travailler sur soi. Tu me parles de ça là, Flaubert. Ce qui me vient en tête, c'est comme on est
pour moi, il y a du travail à faire en termes de... Parce que là, ce qui importe pour moi comme quelqu'un qui reçoit un service, Ouais. c'est vraiment la compétence de la personne. Ouais. C'est pas ton handicap, Ouais. c'est pas ta foi, mais c'est plutôt le service que tu vas m'offrir, est-ce que ça va satisfaire à mes besoins? Exactement. Une fois que ça satisfait à mes besoins, j'ai besoin de savoir c'est quoi la couleur de ta peau, j'ai besoin de savoir est-ce que tu as un handicap ou pas, mais la façon dont tu me parles là, c'est comme... C'est pas une réalité du tout. Du tout, ouais. Ça. À un certain niveau, dans le monde des affaires, non. On dit en créole, c'est colonne qui bat. Wow. C'est une vraie réalité. Wow. Tu n'as pas de camp là, oublie ça là. Ça ne fonctionne pas. Wow. Il y a un niveau que c'est pratiquement impossible d'atteindre. Il faut que tu, comme je dis, c'est là que ça prend beaucoup de travail sur soi, beaucoup de résilience, beaucoup de confiance en soi pour atteindre le niveau. C'est là, sinon tout le monde serait en affaires. Ça serait facile. Ouais, c'est ça. Il y en a assez pour tout le monde là. Eh, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est une personne qui pointe tout? Mais selon toi, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut apporter de différent dans la gestion municipale? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Okay. Parce que, là, encore une fois, je vais m'avancer sur quelque chose qui est très sensible, mais je crois qu'on a été géré, ou on est géré encore par beaucoup de personnes qui sont vulnérables, qui sont au poids, à certains entrepreneurs qui sont très intelligents. Ouais. D'où les cas de corruption qu'on a eu et qu'on aura peut-être toujours s'il n'y a pas des personnes assez intelligentes, assez compétentes pour faire face à ces gens-là ou assez expérimentées pour faire face à ces gens-là. Ouais. Ça dit que quelqu'un qui est entrepreneur définitivement, et parce que souvent ce qui arrive, parce que moi-même, présentement, je suis en train de regarder comment ça fonctionne la politique ici. Je vais à des rassemblements. Moi-même, je peux compter sur mes doigts combien d'entrepreneurs noirs, chrétiens que je vois. Combien je vois. C'est là qu'il faut oser. Ouais. Là, encore une fois, c'est Nègre, je crois, qui dit ça. C'est pas parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Exact. Puis on reste dans notre coin puis on dit que c'est impossible. Non, jamais, je pourrais. Non. C'est fait pour les autres, mais pas pour moi. Pas pour moi, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, il faut oser. Il faut aller prendre notre place. Il faut faire le premier pas. Si on ne se positionne pas aux bons endroits, ben, c'est sûr que ça va nous suivre. Exact. Ça va nous suivre. Exact. Puis moi, je pense que les chrétiens, on a notre place dans le milieu, dans toutes sortes de sphères dans notre société. Exactement. Maintenant, on a parlé de beaucoup de projets que tu as eu dans le fond. Là, tu portes la vision d'un parti. Parce que là, tu représentes un parti. C'est comme... On va pas parler de la vision politique du parti là, présentement. Mais en termes concrets, c'est quel besoin disons, un exemple concret de besoin que tu aimerais défendre pour stimuler l'économie locale? OK. Vous savez, premièrement, il faut être capable de se sentir bien, de se sentir à l'aise dans la communauté qu'on vit. OK. Ça passe par l'accessibilité aux services, aux infrastructures. Pour tous, là, je parle. C'est une personne qui est handicapée, il doit être en mesure de sortir dans la rue, de marcher sur les trottoirs avec son fauteuil roulant, d'aller dans un parc, d'aller dans une institution municipale sans obstacle. Exact. Quelqu'un qui est cycliste, il doit se sentir à l'aise, en sécurité, de rouler, de cohabiter sur la route avec les automobilistes, puis de vaquer à ses occupations sans se faire frapper, sans avoir un accident, sans ça. Pour moi, cet équilibre-là, c'est très important. C'est la sécurité dans nos rues, ça, c'est quelque chose qui est important. Sinon, tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est criminalité aussi, c'est le genre de choses que je défends personnellement et le parti aussi, entre autres. Tout ce qui est prévention de la criminalité auprès des jeunes, on voit qu'est-ce qui est en train d'arriver à Laval présentement. Là. Il y a des cas, c'est vraiment extrême. Là. Ça commence à déraper. Fait. Je pense que tout ce qui est accompagner les jeunes, leur offrir des structures, travailler des centres culturels, occuper les jeunes à donner des modèles positifs aux jeunes pour qu'ils puissent éviter de tomber dans la criminalité. Exact. C'est ça.
Maintenant, entrepreneur chrétien, engagement Oui. citoyen. Oui. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout les chrétiens, pensent que moi-même, surtout dans notre communauté, là, les gens disent, comme chrétien, on n'a pas besoin de faire de la politique. Des fois, moi, je me suis dit, c'est vraiment de l'ignorance. Moi, je me permets le Ouais. terme là, c'est vraiment de l'ignorance parce que la politique, c'est gestion de la cité. Ouais. Quand on est à l'église, on fait de la politique. Ouais. Même à l'église, on fait de Ouais. la politique. Gérer des gens dans une église comme pasteur ou bien comme responsable d'un département, tu fais de la politique. Excellent. Tu Oui. fais de la politique. Ouais. Que tu veux ou non, tu fais de la politique. Maintenant, comme entrepreneur chrétien, comment ta foi influence-t-elle ta vision de l'engagement politique? Oh, ma foi, c'est sûr que Mhm. comment dire, ça a un impact sur ma vision de la politique, puis ce Mhm. que je veux amener aussi dans la politique. Mhm. Ça part des valeurs. Ouais, exact. Des valeurs que j'ai à la base, Mhm. des valeurs familiales. Ouais. Par exemple, si on prend les valeurs familiales, je parle de criminalité. Quand j'ai rencontré le chef du parti et notre candidat à la mairie, c'est une des choses que je lui ai dit. Il faut impliquer les familles dans la prévention aussi contre la criminalité. Il faut trouver une façon de créer du temps pour les familles qui puissent passer du temps avec leurs enfants, trouver des programmes, mettez en place des choses pour essayer de mieux accompagner les familles dans l'éducation de leurs enfants. Ça vient de mes valeurs chrétiennes, des valeurs liées à la famille. Fait que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est des fausses croyances, des mauvaises façons de voir les choses. Je crois qu'on peut rester un chrétien, rester intègre, garder toutes ses valeurs et faire de la politique. C'est parce que c'est de la démocratie. Hein. C'est la démocratie, c'est ça. C'est la démocratie. Personne ne va me forcer à voter sur quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire partie du parti. Je peux être oui, je peux ne pas voter. Je peux faire de l'abstention. J'ai le droit. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aimerais que tu reprennes ça. Souvent, les gens ne pensent pas ça. Parce que c'est comme si les gens disent, ah, moi-même, par exemple, je vais te donner un exemple rapidement. On va pas faire tout le débat là-dedans, mais j'ai vu beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens qui prennent position dans l'affaire de Charlie Kirk, qui est décédé aux États-Unis. Je ne veux pas comme cracher sur quelqu'un là, mais c'est vraiment un chrétien baptiste, conservateur et tout, mais il y avait des positions contre les Noirs, il y avait des positions contre l'immigration, mais je vois des chrétiens, surtout des chrétiens noirs, qui disent non, moi-même je ne suis pas pour la mort de quelqu'un là, mais moi je dis aux gens, arrêtez vos affaires. C'est cet équilibre-là. À un moment donné, il faut avoir cette conscience. Ça vient avec la chrétienté aussi. Est-ce que c'est juste vraiment de pas garder cet équilibre-là puis de pas dire la vérité? C'est ça. On ne peut pas effacer tout ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'on se réjouit de sa mort ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, si la personne a fait quelque chose de bien, il était bien. Et la chose était bien, était bien. Si la personne a fait quelque chose qui était mal, c'était mal. C'est ça un chrétien aussi. Exact. Je ne peux pas commencer à pencher d'un côté puis de dire que c'est ça. Non. Il faut toujours l'équilibre. Il faut toujours cet équilibre. Tu as défendu des valeurs chrétiennes, c'est bien, c'est correct. Mais tu as fait exactement. C'est ça. Moi, j'ai dit souvent, Jésus, c'est un humaniste. Quelqu'un ne peut pas me dire, je défends Christ, je défends Dieu, pendant que tu es contre les Noirs, pendant que tu es contre l'immigration des gens qui souffrent dans leur pays, qui sont venus pour un meilleur avenir, pour un lendemain meilleur, et puis maintenant, tu es en train de contre la politique qui est pour la protection de ces gens-là. Exactement. Et puis, là, moi, je ne comprends pas. C'est ça. Là, c'est là que je te dis que non. Et je le dis vraiment, j'insiste là-dessus pour dire non. Un chrétien peut faire de la politique. Tu n'es pas obligé d'adhérer à toutes sortes de positions qui sont contre tes valeurs. Moi, je vais prendre position, je vais dire qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet. Je ne pourrai pas voter pour, je ne voterai pas pour. C'est tout. Après, je ne pense pas que le parti aussi, en me jugeant ou en me voyant comme étant élu d'un parti politique, ils vont être contre ça non plus. C'est ça. J'amène ce que j'ai amené dans le parti. Sinon, si je ne suis pas, je suis pas à l'aise avec un dossier ou un projet en ce qui a trait à
par rapport à ma foi chrétienne, C'est ouais. non. Ouais, C'est ouais. non. C'est ça, C'est exactement. pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour moi, il n'y a même pas Le débat de là-dessus. débat Ouais, là-dessus. ouais, ouais. Ouais. Certains pensent dans le même courant de pensée, certains pensent foi et politique ne vont pas ensemble. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je pense que ça va. On est dans la société. Mhm, Je crois, encore une fois, il ne faut pas mélanger les choses. mhm, On a notre contribution à amener dans la société dans laquelle on vit. mhm, Ça passe par la politique. mhm, mhm. Entre autres, bien sûr, là, mais ça Ouais, passe par la ouais, politique. par la politique. Puis pour moi, ça ne change rien. Ça n'a rien à voir. Mhm. Excuse-moi, je pourrais à la limite dire que la politique, c'est un travail. C'est ça. C'est un travail que je fais pour contribuer à la société. Mhm. Après, ce qui est de ma foi chrétienne, c'est ma foi chrétienne. Je vais vivre ma foi. Je vais respecter les principes qui viennent avec ma foi. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Ouais. C'est pas municipal seulement, c'est fédéral, c'est provincial, beaucoup de débats. Ouais. Il y a des gens qui disent, ah, l'Église n'apporte rien à la société. Ouais. Mais il y a d'autres coins qui disent, mais non, lorsqu'on regarde des églises qui font des camps d'été, des églises qui font des réunions de jeunesse, des églises qui accompagnent les jeunes, des églises qui accompagnent les familles, pour eux autres, ces gens-là, dans leur coin de passé, ils disent, mais l'Église fait quelque chose. Mais selon toi, où es-tu dans ce débat-là? Encore une fois, je suis très tranché. C'est pas compliqué dans ma tête. Mhm. L'Église est extrêmement importante dans notre société. Mhm. Je viens de parler du cas de prévention contre la criminalité. Ouais. Mhm. C'est un cas où on peut impliquer l'Église justement dans l'éducation des enfants, les valeurs chrétiennes, créer des activités pour les enfants. Mhm. L'Église a sa place là-dedans. Ouais, ouais. Si je veux dire, t'as pas à nommer, mais dans le dossier de l'itinérance, Mhm. combien d'églises qui ont des dortoirs puis qui accueillent les gens Ouais. qui sont dans l'itinérance puis Ouais. qui font des dortoirs pour ces Mhm. gens-là? Mhm. La ville s'en occupe. Wow. Je suis désolé. Mhm. Quand Mhm. quelqu'un va me dire que l'Église n'a pas sa place dans notre société, qui a sa place dans la société? Mhm. L'Église, c'est une Ouais. institution au même titre que n'importe quelle institution qui a même une place beaucoup plus importante que pas mal d'institutions dans notre société. Mhm. Wow. C'est en ce qui a trait à l'éducation des jeunes, l'éducation, l'aide aux familles, l'aide aux plus vulnérables. Je pense que cette idée va faire du bruit dans la ville. Ouais, non, mais je veux dire, c'est là encore, on revient à ce qu'on disait tantôt. Ouais. Je suis chrétien. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas en train de défendre une église parce que je suis chrétien. Tu vois, la nuance. La nuance, c'est ça. Quand je parle présentement, je vais justement avec les faits. Exact. On n'est pas... C'est des faits, là. J'invente rien. Je ne suis pas en train de prendre position pour l'église sans des faits. Exactement. Ouais. Exactement, j'ai des faits. Et puis, je pense que... Je ne sais pas si j'ai discuté avec toi ou avec quelqu'un d'autre là-dessus. Moi-même, je te l'ai dit. Quand je suis arrivé ici, là, j'avais tout pour prendre une mauvaise direction. Tout était aligné. Mon père payait mes études. J'avais un bon emploi au gouvernement. Je gagnais de l'argent. Du mercredi au lundi matin, j'étais dans les clubs, dans les bars. Je me rappelle, là. Ouais. Parfois, j'ai eu des examens à l'UQAM, là. Mon sac est resté dans le casier à l'UQAM depuis jeudi. À un moment donné, je me rappelle, je sortais dans un club pour aller pour aller dans mon examen à l'UQAM. Je passais tout droit. Je me suis rendu aux places d'âme, là, quand j'ai eu un examen en retard. Wow. Mais il y a une ligne que je n'ai jamais franchie. Ouais. Parce que quand j'étais jeune, mes parents m'ont enseigné selon la voie qui est juste. Je ne m'en détournerai jamais. Jamais, c'est ça. Puis je reviens là où je suis présentement. Puis je vis, puis je suis capable de parler comme je parle présentement. Ouais. Tu vois, c'est pour te dire que non, l'Église, c'est pas de doute là-dessus. Là, on a parlé beaucoup de ça. Ouais. On a parlé des valeurs. Je ne peux pas pour n'importe quoi dire, OK, moi-même, c'est l'un des problèmes que j'ai avec les chrétiens. On a un problème de conviction par rapport à nos valeurs. Moi-même, je regarde un vaudouisant, là. Le vaudouisant, il a des valeurs. Il ne va pas laisser personne traîner ses valeurs par terre, là. Exact. Mais nous, les chrétiens, on a un problème souvent de garder conviction par rapport à nos valeurs. Maintenant, Flaubert qui s'engage dans la politique ou bien n'importe qui, comment garder une éthique chrétienne, intégrité, justice, service, dans un milieu souvent perçu comme plein de compromis? Mais c'est là, c'est la façon qu'on arrive avec. Moi, j'arrive avec mes valeurs chrétiennes. Je cherche une façon d'intégrer ça à mes valeurs chrétiennes. Je ne fais pas l'inverse. Je ne vais pas essayer de me placer comme chrétien dans la politique. J'ajoute la politique sur la personne que je suis. Ouais.
ça reste intact. Mhm. Moi, il n'y a pas rien qui va déteindre sur moi, Tu mes vois, valeurs c'est ça. chrétiennes. Ouais. Mhm. Tu vois, je suis chrétien, je fais la politique. Ouais. Ouais. C'est différent. C'est différent. Ouais. C'est Ouais. une question de perspective. Moi, Mhm. c'est un peu comme ça que je le vois. Vraiment, puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait le voir. Mhm. Dans tout ce qu'on fait. Ouais, Même exact. en entrepreneuriat aussi. Mhm. Mhm. L'entrepreneuriat doit pas... Il y a une place dans ma vie, c'est tout. Mhm. Mais même en entrepreneuriat, je vais te donner un exemple là, Mhm. qui va t'aider à comprendre. Quand j'arrive dans le milieu de l'inspection bâtiment, Mhm. je dis tout le temps que moi, je suis un gars à miettes. J'aime ramasser les miettes. À la fin de la journée, j'ai une assiette pleine, puis je suis très content. Ouais. Tu vois? Quand j'arrive dans le milieu, les inspecteurs en bâtiment, les entreprises qui leur référaient des clients ou Mhm. qui leur donnaient des clients pour qu'ils arrivent chez eux puis faire des inspections, on leur chargeait jusqu'à 65% du mandat. On leur donnait 35-40% de la De valeur la de valeur. l'inspection. Wow. On gardait la balance. Wow. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. J'arrive, je leur donne 85%, Mhm. jusqu'à même 89% Poussant. Mhm. de l'argent. Je Mhm. reconnais la valeur du travail de la personne. Personne. Ouais. Wow. J'ai attiré 200 inspecteurs à la fin de la journée. Wow. Wow. Les autres, il y en a combien? 10? 11? 11, ouais. 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 Tu vois? Mhm. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais une stratégie à aller chercher l'argent sur le volume. Mhm. Mhm. Je l'ai Mhm. fait parce que Ouais, c'est ça. je ne voulais pas abuser des gens. Des gens. Ouais. Ouais. Je voulais être juste dans le traitement que je leur offre. J'étais convaincu, je suis encore convaincu que Mhm. quand quelqu'un travaille, il mérite son salaire. Exactement. Ce n'est pas moi qui ai fait l'inspection, ce n'est pas moi qui ai passé 4-5 heures sur le rapport, ce n'est pas moi qui n'ai pas dormi, qui n'ai pas eu du temps avec ma famille. Wow. 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 Tu vois? Il faut être juste. C'est tellement. Ces valeurs sont rares, hein? Ouais. Mais c'est là-dedans. Surtout dans notre société, Tu vois? dans la société Tu vois? capitaliste que nous sommes Ouais. là. Mais c'est ça qui Mhm. fait le succès que j'ai. Je vous le dis. Dans Mhm. tout, Mhm. appelle n'importe qui de mes employés. Mhm. Mhm. Demande comment je les traite. Mhm. Mhm. Je fais confiance à tout le monde. Car tu vas partir avec quoi? Tu vas partir avec 1000, 2000, 3000, 5000 $. Mhm. Il y en a une, je peux vous montrer, là, elle m'a texté aujourd'hui, elle m'a dit, regarde, est-ce que tu peux me payer à l'avance? Ma voiture est en panne, c'est pas de problème. Mhm. Mhm. Wow. Ah, c'est Je- fou, c'est fou. Il y a des choses que, non, Mhm. non, ça ne peut pas m'atteindre. Mhm. Parce qu'en bout de ligne, tu es juste, tu es bien, tu es bon avec Mhm. les gens, puis ça va revenir. Maintenant, c'est quel message que parce que, en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est comme entrepreneur, tu as ouvert une voie. Oui. Tu as ouvert une voie. Flaubert, entrepreneur, homme de conviction, homme de foi, qui décide de se lancer en politique. C'est comme, pour moi, c'est une barrière qui s'ouvre. Je salue le conseiller de Saint-Michel par extension, Ouais. Josué Corville, Ouais. qui va passer aussi sur notre plateau, qui est Exact. aussi un chrétien. Exact. Et c'est comme, pour nous, pour les entrepreneurs qui sont déjà là, les aspirants entrepreneurs, c'est comme il y a une voie qui s'ouvre. Mais c'est quel message que vous pouvez donner à un entrepreneur chrétien qui hésite à s'impliquer, même comme citoyen actif? Comme je parle de citoyen actif, Ouais. même aller voter. Tu vois, il faut, c'est une nécessité, c'est une obligation Mhm. qu'on a. C'est une obligation qu'on a de nous assurer qu'il y a un meilleur avenir ou qu'il y a un avenir meilleur pour les générations futures. Mhm. Pour moi, dites-vous que tout ce que vous faites pas, il y a quelqu'un qui va le faire à votre place. Mhm. Mhm. Puis ça, il faut vraiment éviter que ça arrive. Pour moi, voter, c'est un devoir civique. On est dans une société, Mhm. il faut aller faire passer notre voix, Mhm. faire passer notre... Parce qu'en bout de ligne, ceux qui votent, ils votent pour une raison. Exact. Puis ils ne vont jamais voter quelqu'un qui ne va pas dans le sens de leur conviction à eux ou dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Mhm. Fait que pour moi, c'est important d'aller voter. Oui, je comprends que pour toutes sortes de raisons, quelqu'un peut ne pas être fait pour la politique ou quelqu'un n'aime pas faire la politique, ça c'est une. Mais le droit de vote, là, personne ne va me trouver une excuse pour me dire que tu n'as aucune raison de voter. Moi-même, je me suis dit, depuis les derniers événements qui sont arrivés là, dans Terrebonne, je me suis dit, toutes les voix comptent. Chaque voix compte. Chaque voix compte. Ouais. Surtout au niveau municipal. Ouais. Au niveau municipal, il y a, aux dernières élections, on parle de moyenne de 25-28% de personnes qui votent. Et ça joue sur 500-600 000 personnes. Si on parle de 3 000 personnes qui votent sur 18 000, sur 15 000, là. Fait que, hey,
On peut-tu faire une différence si on se lève puis qu'on va voter? Voter, c'est ça. On peut faire une différence, puis ça donne ce que ça donne. Par Exact. exemple, à Laval, on a une administration qui est là depuis 12 ans. On voit les traces que ça commence à laisser. À laisser, ouais. Fait que c'est important. Mhm. C'est important de se lever puis d'aller voter, comme je dis, pour nous-mêmes et pour nos enfants qui vont grandir demain matin. Mais en fait, pour ceux qui sont dans le district Champfleury, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des citoyens, c'est quoi la délimitation? Vous parlez de c'est le zonage. Le zonage? Là, il y a eu un nouveau découpage là, qui a été fait là. OK. Avant, c'était, on l'appelait le district Fabreville, OK. c'est le district 20. OK. Maintenant, il y a un nouveau découpage, ils l'ont agrandi un petit peu. OK. Fait que c'est bordé par la 15 d'un côté, OK. puis il va y avoir deux Rossignols, je crois, d'un côté. De l'autre côté, il y a la 440 aussi, c'est bordé un peu par les deux autoroutes et par le... OK. Oui, effectivement. Fait que c'est quand même une grosse territoire, là. OK. Grosse territoire. Ouais. Maintenant, pour quelqu'un qui veut encourager Flaubert dans cette vision politique-là, c'est comment qu'on fait pour te rejoindre, un citoyen qui est dans ta circonscription, mais je ne sais pas si c'est circonscription, mais dans ton district, je veux dire. Ouais. Comment la personne peut faire? Est-ce qu'il y a une page? C'est quoi les moyens de contact pour rejoindre le futur conseiller de Champfleury? En fait, pour me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. La façon la plus facile de me rejoindre, c'est de me suivre sur ma page Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages, mon équipe est là, ils vont vous répondre. Sinon, il y a mon téléphone aussi pour la campagne que je peux laisser, qui est le 514-745-7874. Je reprends, 514-745-7874. Vous pouvez m'appeler là-dessus, je vais répondre. Si c'est pas moi qui réponds, ça va être un membre de mon équipe qui va répondre. Exact. Il y a différentes façons de me supporter aussi. Vous pouvez, si vous êtes dans la région de Laval, faire un don. Vous pouvez faire jusqu'à 200 $ en période électorale. Si vous n'êtes pas dans la région de Laval aussi, ça serait vous pouvez devenir membre du parti, un membre hors ville, qu'on les appelle du parti. Ça coûte 25 $. Tout ce que vous avez à faire quand vous faites votre inscription ou faites votre don, c'est de choisir mon nom comme étant le solliciteur et le district 20 comme district. Fait que sinon, c'est les façons de m'encourager. Mais au-delà de moi-même, c'est bizarre à dire, mais je vais lancer ce message-là à tout le monde qui nous écoute. Allez voter, peu importe où vous êtes au Québec. C'est des élections municipales généralisées. Fait que, peu importe où vous êtes, levez-vous, regardez les programmes politiques des partis ou du moins qu'est-ce qu'ils proposent. Allez voter dans le sens de vos convictions. Puis vous qui êtes chrétien, je pense que vous allez en trouver là qui vont dans le sens de vos valeurs. Ça va être très difficile de trouver une partie, voire impossible, de trouver une partie qui répond à 100% à nos convictions. Exact. Mais vous pouvez quand même faire un choix qui va le plus possible dans le sens de vos valeurs. Mais les élections, c'est pour quelle date? C'est le 2 novembre. Les élections, c'est le 2 novembre prochain. Fait qu'il reste pas beaucoup de temps. Le déclenchement de l'élection va se faire le 19. Le 19 septembre. Fait qu'à partir de là, ça va être la course folle. J'ai oublié de le dire, j'aurais besoin de bénévoles aussi. Ça, par exemple, mais vraiment là, si vous voulez goûter à l'implication politique, regarde, commencez par être bénévole pour nous aider. On a besoin de bénévoles pour faire des téléphones, pour faire la saisie de données, aller distribuer des flyers. Et on a besoin des bénévoles. Il y a un formulaire qui circule sur ma page Facebook aussi, sinon vous pouvez toujours me le demander. Mais j'aimerais vraiment avoir un support là-dessus, par exemple. Ça, je prends du temps dans le podcast. Cette saison est là pour ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire de s'impliquer. Puis c'est vraiment important et primordial de le faire. Vous allez être un agent de changement. On en a besoin d'agents de changement. Puis comme je vous ai dit, ça part de quelque part. Puis je pense que s'il y a une bonne façon de commencer à s'impliquer, de comprendre la politique, puis de voir à quel point que vous pouvez avoir un impact sur la société, je pourrais donner quelques exemples de cas que moi, j'ai réussi à faire avancer en étant personne. Je veux dire, en étant un simple citoyen. Regarde, faites ce qu'il faut. Commencez par être bénévole. Vous allez, en tout cas, j'ai peur qu'aux prochaines élections, vous soyez candidat. Venez pas de Champfleury, par exemple. En fait, Flaubert, si tu avais comme un mot de la fin à adresser à nos auditeurs
surtout les entrepreneurs, parce que là, nos épisodes sont vraiment écoutés par des entrepreneurs partout là dans le fond. Et maintenant, si tu avais un dernier message, parce que moi-même, ce que j'essaie, je dis souvent, un épisode de podcast, c'est si une seule personne peut écouter un épisode et ça amène un changement. Ça amène un changement dans la façon de voir les choses. Parce que je me suis dit, avant, c'était très difficile d'accepter qu'un pasteur parle de politique. Ouais. C'était très difficile. Maintenant, on commence à accepter. Je me suis dit, comme il y a du travail qui commence à se faire là. Et maintenant, c'est important de s'impliquer. Si vous nous écoutez, et on va avoir beaucoup de Reels sur Instagram, sur les pages des réseaux sociaux par rapport à ces épisodes-là. Je vous encourage vraiment à aller supporter, voter, participer comme bénévole. Faites entendre votre voix avec votre vote. C'est vraiment important. Mais si tu as un dernier message, un dernier mot, Flaubert, quel serait ce dernier mot? Le dernier mot que j'aurais pour les entrepreneurs, c'est que assurez-vous d'avoir des hommes politiques dans votre carnet d'adresse parce que si vous ne voulez pas faire de la politique, là, assurez-vous d'avoir quelques hommes politiques dans votre carnet d'adresse. Là, j'en ris, mais c'est pour vous dire à quel point que la politique est extrêmement importante dans notre société. Fait que même si vous impliquez pas directement dans la politique, vous n'avez pas le choix. De toute façon, à un moment ou un autre, en tant qu'homme d'affaires, vous allez avoir besoin que quelque chose bouge, puis que c'est un homme politique qui peut le faire bouger. Et que pour moi, c'est très important de rester à l'écoute, à l'affût de ce qui se passe au niveau politique dans votre secteur. Sinon, côté entrepreneur aussi, n'hésitez pas à contribuer parce que vous êtes des citoyens aussi. Exact. Vous pouvez contribuer dans des campagnes, soit faire votre don en tant que citoyen aussi. Sinon, vous impliquez aussi comme bénévole auprès de certains hommes politiques. Sinon, si vous avez un intérêt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est ouvert à tous. C'est accessible. C'est possible. Fait que si je suis là, moi, je crois que vous êtes capable d'être là aussi. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Faites le bien. Ça, c'est le conseil en entrepreneuriat. Faites le bien. Donnez le meilleur de vous-même pour vos clients. Puis, continuez à foncer. Le succès, je veux dire, si vous ne l'avez pas encore atteint, là, il est toujours juste en avant. Et qu'il faut juste continuer. Flaubert, vraiment, je n'ai pas de mots pour te remercier vraiment comme premier invité de cette belle série qu'on va avoir sur politique, foi et entrepreneuriat. Ça a été un épisode très enrichissant et je pense que nos entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, des citoyens chrétiens, ça va leur aider à comprendre c'est quoi participer dans la politique, c'est quoi, qu'est-ce que ça amène. Parce que les dernières statistiques, on a beaucoup de nos enfants, j'ai dit nos enfants là, qui sont incarcérés. Maintenant, comment mettre des politiques en place? Je pense que cet épisode-là va aider à comprendre, comme famille, comme chrétien, impliquez-vous et ça va amener une différence. Merci beaucoup, Flaubert, pour ton partage, pour ton authenticité. Moi-même, j'ai beaucoup appris et j'espère que nos auditeurs aussi ont beaucoup appris de votre parcours. Chers auditeurs, souvenez-vous, voter, s'impliquer, faire entendre sa voix, c'est une responsabilité citoyenne, mais aussi spirituelle. Je le dis souvent, il y a des choses que Dieu ne va pas envoyer des anges pour les faire à notre place. C'est important, comme citoyen chrétien engagé, de s'impliquer, que ce soit comme bénévole, aller voter, supporter un candidat aux élections. Ça ne fait pas de toi un non-chrétien là. Et j'aimerais vous dire, c'est pas seulement les candidats chrétiens que nous avons, mais si dans ton secteur il n'y a pas un candidat chrétien, regarde qu'est-ce que les partis proposent, regarde qu'est-ce que le candidat propose et impliquez-vous à travers votre vote. Restez avec nous pour le prochain épisode de cette série spéciale où nous allons continuer à explorer comment les entrepreneurs chrétiens peuvent transformer leur ville, leur communauté, leur arrondissement et leur district. À très bientôt pour un nouvel épisode.